Alors après avoir évoqué les attentes des acteurs de la solidarité, le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS, après avoir évalué les marges de progression pour notre système de protection sociale, quelles sont les idées de ceux qui entendent diriger notre pays dans les 5 prochaines années? Pour répondre à cette question, j'accueille sur ce plateau Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, qui devient un habitué de notre émission, et Sophie Massieu, voilà, journaliste indépendante, grand témoin, qui va nous apporter une analyse, on va dire, décalée sur les différentes propositions. Une promesse que je ne saurais peut-être pas tenir. Voilà, on va essayer. Je vous lance ce défi-là, en tout cas. Donc, une analyse un peu décalée sur les propositions des candidats. On va essayer d'aller de manière thématique par thématique. C'est ce qu'on a essayé de faire en sollicitant un peu les candidats. Alors peut-être, je vais donner la parole d'abord à Jérôme pour connaître les propositions des candidats en matière de handicap, déjà. Merci Antoine. Peut-être avant, pour que les choses soient claires et que les personnes qui nous suivent soient au courant de la manière dont la séquence a été construite. Tout à fait. On a saisi les 12 candidats assez tôt, au mois de février, avec un questionnaire pour préparer cette séquence. On a eu malheureusement peu de réponses, il faut bien l'avouer. Je remercie les équipes présidentielles qui ont répondu. Pour les autres, on a été un peu piochés, donc c'est un peu d'interprétation dans les programmes qu'ils proposent. Pour revenir sur la thématique répondre vraiment à votre question sur le handicap, on a une forte diversité des propositions avec une absence quasi pour certains et des propositions assez construites pour d'autres. Ce qui est intéressant quand on compare les programmes, c'est de voir la grille de lecture, de construction des propositions sur le handicap. Pour certains et certaines, il y a une concentration sur l'environnement de la personne en situation de handicap, alors que pour d'autres, il y a plutôt une focalisation sur les droits de la personne elle-même en situation de handicap. Il y a néanmoins une sorte de consensus sur certains aspects. Rendre effective l'accessibilité universelle, 17 ans après, je le rappelle, 17 ans après la loi de 2005. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon qui veut l'inscrire dans la Constitution. C'est également le cas de Fabien Roussel qui souhaite par ailleurs revenir sur la loi Elan. C'est le cas de Hidalgo, c'est le cas de Yannick Jadot. Yannick Jadot qui d'ailleurs souhaite la création dès le début du quinquennat d'une agence d'accessibilité universelle qui regroupe l'ensemble des acteurs. Anne Hidalgo, pour sa part, elle souhaite lancer rapidement une grande conférence nationale sur le sujet. Et enfin... Alors qu'il y a une conférence nationale qui existe assez mais vous verrez qu'il y a des fois des propositions... On ne va pas commencer par les commentaires. Il y a des fois qu'il y a des propositions qui sont déjà effectives. Un candidat qui propose de monter la hache à 900 €. Je crois qu'elle est à 903, sauf erreur de ma part. D'accord. Donc voilà, bon. Valérie Pécresse, toujours sur l'accessibilité universelle, propose de voter avec les associations une grande loi sur l'accessibilité universelle. Il semblait qu'il y en avait déjà une, mais pourquoi pas. Et Emmanuel Macron, quant à lui, le candidat Macron, lui propose de focaliser l'accessibilité universelle principalement sur le bâti, le numérique, l'accès à la formation, l'école, la culture et le sport, et d'utiliser les Jeux olympiques, paralympiques de 2024 pour vraiment faire évoluer et renforcer la question d'accessibilité. Autre aspect où il y a consensus, c'est la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap. La question a mal débuté, puisqu'on se rappelle tous des propos début janvier du candidat Éric Zemmour. A contrario, tous les candidats se déclarent bien entendu favorables à une plus forte scolarisation des enfants en situation de handicap. Jean-Luc Mélenchon propose, lui, la création d'un service public de l'accompagnement des élèves en situation de handicap avec un nouveau corps de fonctionnaires. Emmanuel Macron, lui, propose que chaque enfant en situation de handicap ait un auxiliaire ou une auxiliaire de vie dans les écoles. Valérie Pécresse, elle, veut que la scolarisation en milieu ordinaire soit la règle jusqu'à la fin du collège pour les enfants en situation de handicap. Donc on a une forme de consensus là-dessus. Sur la question des ressources, sans surprise, on a un consensus, sauf le candidat Emmanuel Macron, puisque tous et toutes se déclarent, à l'exception, mais on l'a déjà vu lors du vote de la proposition de loi, tous et toutes se déclarent pour la déconjugalisation, les précédents interlocuteurs l'ont abordé, évoqué, de la déconjugalisation du calcul de l'allocation adulte handicapé. Certains même, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, à Jean-Luc Mélenchon, à Yannick Jadot, qui proposent même une augmentation de cette allocation.
Voilà en gros les grandes lignes Alors, bien entendu, nous n'aurons pas le temps d'aller ligne par ligne et mesure par mesure, mais vraiment on essaie de. Mais c'est bien d'avoir déjà un grand trait un panorama général, et on s'est rendu compte déjà d'un certain nombre de. Comment pourrait-on dire, Sophie, de contradictions, de contradictions, ou alors de choses qui existent déjà, qu'on veut nous refaire alors qu'elles existent déjà. Voilà. Quand on fait des conférences nationales, c'est qu'on ne sait pas bien quoi inventer pour général, ne rien faire. Et quand on fait des lois alors qu'on n'applique déjà pas les lois précédentes, c'est pareil, c'est pour occuper le terrain et quand on n'a vraiment pas grand-chose à en dire. Jérôme l'a dit, vous avez envoyé des questionnaires à 12 candidats, voire peut-être même un peu davantage si jamais vous avez écrit en janvier qu'on ne savait pas encore exactement combien ils allaient être. Sauf erreur de ma part, il y a eu 3 réponses. Donc on a trop des doigts d'une main pour répondre. Après, il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui n'ont pas forcément répondu, parce que ce n'est pas forcément les plus mauvais élèves sur le sujet, mais juste observer ça quand même. Décidément, les sujets sociaux ne sont pas les premiers sujets qui sont mis en avant. Les gens qui répondent ou ne répondent pas, ça ne répond pas forcément au clivage droite-gauche, pas plus que les bonnes ou les mauvaises idées d'ailleurs, c'est assez drôle. Et l'autre chose que je voulais dire avant de répondre à votre question sur qu'est-ce que c'est que les mesures en lien avec le handicap, c'est que certains sont tellement obsédés, et là ils sont nombreux, par la réduction des impôts qu'on les voit assez mal prendre en fait des mesures sociales, sauf électoralistes et conjoncturelles, comme quand on arrive à 3 ou 4 semaines de l'élection présidentielle et qu'on est au pouvoir. Ça tombe bien, c'est pratique pour prendre des mesures électoralistes. Donc bon, voilà, c'est quand même assez décevant. Après, sur le fond, pour rebondir plus exactement sur ce que disait Jérôme, effectivement, la déconjugalisation, c'est-à-dire la fin de la prise en compte des revenus du conjoint, c'est vraiment, pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, c'est vraiment un point assez commun chez nombre d'entre eux. Donc, ça ne mange pas de pain, hein, c'est facile, ça a été un gros sujet du quinquennat. D'abord, ce serait juste, il faudrait que ça se fasse. Bah oui. Et puis voilà, c'est facile de le dire parce que ça... Mais, il y a quand même des candidats qui vont au-delà de ça et qui témoignent. Je veux dire, on peut dire qu'on est contre la prise en compte des revenus du conjoint sans connaître grand-chose au handicap, parce que quand même, ça a été suffisamment mis sur le devant de la scène. Tout à fait. Mais il y a des candidats qui témoignent, me semble-t-il, d'une connaissance plus fine des sujets, parce qu'ils évoquent, par exemple, la suppression des barrières d'âge, donc c'est-à-dire avoir les mêmes droits avant ou après 60 ans, en matière et avant et après 75 ans, en matière de compensation du handicap. Donc ça témoigne quand même de quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu mieux. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on trouve chez les uns ou chez les autres, je l'ai trouvé chez un en particulier, de dissocier la prestation de compensation du handicap, le paiement de cette prestation, de l'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les départements qui à la fois la payent et l'évaluent. Ce qui, effectivement, ce qui n'est pas très logique. Voilà. Ouais. Donc, il y a quand même certains candidats qui semblent bien connaître le sujet. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jérôme, pour ce qui concerne la jeunesse, c'est-à-dire quelles sont les propositions? Alors on sait que traditionnellement la jeunesse est un thème fort des élections présidentielles, hein. Je serai le candidat des jeunes, c'est toujours un thème extrêmement porteur. Est-ce que justement nos candidats, les candidats qui ont répondu ou qui ont mis leurs propositions à disposition, sont ambitieux sur ce sujet? Je ne sais pas si c'est traditionnellement un thème fort, mais en ce moment, enfin, dans cette campagne-là, c'est un thème qui n'est malheureusement pas encore très présent. Ce qu'on peut dire, on a des propositions qui sont là aussi d'une forte hétérogénéité, avec certains candidats qui lient, en sens lié, la question de la lutte contre la précarité financière des jeunes et la réforme, l'accès au marché du travail, donc la réforme des parcours étudiants. D'autres se concentrent uniquement sur les passerelles entre l'entrée dans le monde du travail, enfin vers l'entrée dans le monde du travail, et oublient, ou en tout cas ne traitent pas de la question de la précarité financière. Sur cette question de précarité financière, on a là encore diverses mesures. On a Anne Hidalgo, par exemple, qui propose une dotation de 5 000 € à chaque jeune de 18 ans pour son projet professionnel ou personnel. On a, avec également un minimum jeunesse, on a par ailleurs d'autres propositions. Yannick Jadot qui veut instaurer pour toutes les personnes de plus de 18 ans un revenu moyen de 918 €. 918 € si la personne n'est pas chez ses parents, si elle n'a pas de salaire. Jean-Luc Mélenchon qui porte cette allocation d'autonomie à 1 063 €. Valérie Pécresse, elle, qui ne souhaite pas avoir l'extension du RSA aux jeunes et qui propose un revenu jeune actif à 670 € par mois si ces jeunes se mettent dans un parcours d'insertion. Voilà. Donc on a, et par ailleurs, une idée chez Valérie Pécresse d'une banque nationale pour les jeunes pour pouvoir financer leur parcours étudiant.
On a par ailleurs Fabien Roussel qui propose la création d'un revenu pour tous les étudiants à 850 €. Ouais. Voilà. Et Jean Lassalle qui propose également un RSA à 1000, qui propose un RSA à tous les jeunes de 18 ans. Je crois que la palme, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est Philippe Poutou qui lui propose un revenu d'autonomie à un niveau de 1800 € net pour tous les jeunes de 16 à 23 Très ans. bien. D'accord, très bien. Alors, on le voit bien, c'est une espèce de marché aux puces, enfin, Oui, voilà. c'est juste ridicule. Au fond, je pense que les jeunes, ils n'en ont rien à cirer, simplement, enfin pardon, je m'oublie, ils s'en moquent. Simplement, il faut en parler, donc voilà, et donc c'est à chacun qui dira, je mets plus d'argent, je mets plus d'argent, je mets plus d'argent. Enfin, j'avoue que moi, quand j'ai vu les 5 000 € d'Anne Hidalgo à 18 ans, sans distinction de contexte, Exactement, etc., je me suis dit, mais c'est presque antisocial. Enfin, pour moi, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. L'ouverture du RSA aux 18 ans pour en finir avec la minorité sociale, comme on le disait tout à l'heure, Pierre Madec, je crois, le soulignait tout à l'heure, ça c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Fabien Roussel et chez quelques autres. La seule opposition vraiment idéologique, on la trouve évidemment à droite, donc chez Emmanuel Macron, qui est ni de gauche, comme on le sait tous maintenant, ça fait un quinquennat qu'on le voit, on a compris, et chez Valérie Pécresse, qui nous parle aussi, Jérôme ne l'a pas signalé, mais de bourse au mérite. Donc moi je trouve que les clivages gauche-droite, on les retrouve bien là pour le coup, sur la question des jeunes. J'ai noté quelque chose d'intéressant chez Fabien Roussel, qui propose de créer des quotas. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on lit pas beaucoup, qui propose des quotas d'embauche, qui demande des quotas d'embauche de jeunes de 18 à 25 ans au sein des entreprises. Je ne sais pas si c'est la solution, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, si on veut que les jeunes trouvent un emploi, encore faut-il que les entreprises les accueillent. De même que si on veut que les personnes plus âgées travaillent jusqu'à 65 ans, 70 ans ou 80 ans, encore faut-il que déjà ceux qui ont 60 ans ne se fassent pas virer et conservent un travail. Ouais. Et dernière petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai vu aussi, toujours chez Fabien Roussel, mais peut-être que je n'ai pas suffisamment fouillé d'autres programmes, l'histoire de la création d'un service public de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Oui. Ce sont aussi des jeunes dont on parle assez peu. J'ai vu assez peu de choses chez les autres candidats. Ça ne veut pas dire que j'ai tout épluché de fond en comble et que j'ai bien fait mon travail, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, cette histoire de revenus, de foire d'empoigne, où chacun met plus d'argent que les autres, et de toute façon, pour le moment, on n'en voit pas le début du premier centime, parce qu'évidemment, on annonce des montants, mais personne ne dit comment ils le financent. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment ça mais les jeunes ne s'y trompent pas, de toute façon. Ouais, c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'on a dit sur les 2 premières séquences de l'émission, avec cette nécessité d'avoir une réflexion globale à long terme. C'est effectivement, cette course à l'échalote n'est pas très... Il n'y a aucune approche systémique. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une approche peut-être plus systémique pour ce qui concerne justement l'accès au droit, hein, on l'a vu beaucoup avec Pierre Madec nous l'a rappelé, que c'était l'accès au droit, le non-recours, qui était non-recours mais aussi inégalité territoriale pesait lourd dans l'accès au droit. Est-ce qu'il y a est-ce que justement il y a des propositions intéressantes sur ce sujet de la part de nos candidats à la présidence de la République? Il y a 2 manières de traiter l'accès au droit. Il y a la capacité de faire vivre vos droits, l'effectivité de vos droits, qui est à peu près traitée par tous et toutes. Toutes et tous constatent une difficulté administrative, un empilement de législation et un accès difficile au service public, et donc toutes et tous proposent plus ou moins de rapprocher l'accès au droit. Ça, c'est une sorte de consensus. C'est-à-dire rapprocher l'administration des citoyens. Ça, c'est un consensus. Et puis on a quand même 2 candidats qui traitent la question d'une autre manière, qui est aussi intéressante. Valérie Pécresse et surtout Emmanuel Macron. La question, c'est comment faire valoir, comment accéder à vos droits et quelles sont les conditions de vos droits. On a chez Valérie Pécresse et particulièrement chez Emmanuel Macron deux propositions qui sont quand même très marquantes, une sorte de dialectique à la fois sur l'automaticité des droits et Pierre Madec l'a dit tout à l'heure et Bruno Pagny également. On a réussi à le faire sur le prélèvement à la source, ça devrait être possible. Bon, l'idée est séduisante, techniquement c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour y avoir travaillé un petit peu avant, il y a tout un problème d'interopérabilité des systèmes d'information. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est quelque chose qui est souhaitable, mais qui va nécessiter un travail important. Et puis l'autre proposition quand même du candidat Macron, mais qui est aussi en écho par rapport à ce que je disais précédemment sur les 5 ans précédents, c'est la dialectique devoir-droit. C'est-à-dire que l'accès au droit, c'est aussi
et ça a été dit, je crois, par Gabriel Attal, c'est les droits avant les devoirs. Ben oui, oui. Les devoirs ouvrent, les devoirs, pardon, avant les droits. Les devoirs ouvrent des droits. Donc on a toute une Oui, réflexion. c'est pas dans la philosophie de l'État-providence Pas français, du, ça. Ouais. pas du tout. On est vraiment sur une idée de conditionnalité de droits inconditionnels normalement, Bien sûr. et de plus en plus. Alors on voit sur la proposition du RSA et l'idée d'avoir 15 à 20 heures d'activité. On le retrouve On ne sait également. pas trop d'ailleurs comment ces activités, ces heures d'activité pourraient être On ne sait pas organisées. trop, on ne sait pas trop, mais ça posera aussi une trappe à bas salaire quelque part aussi, puisque ça va aussi mener peut-être pour les personnes oui. qui ont de bas salaires une concurrence avec d'autres allocataires du RSA. Voilà, on a cette idée-là aussi chez Valérie Pécresse. Vraiment l'idée, on est à un moment où la conception même du modèle de protection sociale est aussi remise en cause par des propositions de ce type, et vraiment l'idée de droits donnés par la société d'assistance, et pas d'assistanat, j'insiste, est remis en cause par ce genre de propositions. D'accord, très bien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement, Sophie, de cette petite musique qui commence à se développer et à peut-être être remise en question justement de ces fameux droits fondamentaux et droits sociaux de l'État-providence, hein, parce que c'est quand même un bel héritage qui pourrait vaciller. On a quelques candidats qui se réfèrent toujours au programme du Conseil national de la résistance, qui dit à chacun selon ses moyens, enfin chacun donne selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Exactement. Moi, je trouve que c'est une des plus belles philosophies qui soit. Après, voilà, ça c'est mon opinion. Après, oui, cette petite musique, elle masque des problèmes dont on parle peu. À savoir, mais on l'a dit nous, enfin dont on parle peu à l'UNIOPS, on en parle, et puis Pierre Madec le disait tout à l'heure, ou Bruno Palier, je ne sais plus, sur la question des services publics qui ont disparu de certains endroits où les gens, ça devient très très éloigné pour les gens d'aller dans les services publics, et donc ils y vont plus, ils ont du mal à le faire, et voilà. Et ça crée des tensions d'ailleurs dans la société. Hein. Et ça crée des tensions, et du coup quand enfin ils y arrivent, les travailleurs sociaux qui sont eux-mêmes en sous-effectif peinent à leur répondre, bon voilà. Et puis cette dématérialisation, il y a quand même des candidats qui ont bien compris que ça posait des problèmes et qui sont capables de dire précisément, oui, ça pose des problèmes lorsqu'on a un handicap sensoriel. En effet, la moitié des sites, enfin je dis la moitié, c'est pas un chiffre exact, mais nombreux sites demeurent inaccessibles avec un lecteur d'écran, par exemple, pour les déficients visuels, et ne parlons pas des problèmes de langue des signes française pour les personnes sourdes. Et donc ce candidat auquel je pense dit, il y a ça comme problème, et puis il y a l'illettrisme. Donc il y a quand même des candidats qui connaissent le sujet, et c'est un peu toujours les mêmes qui semblent connaître les sujets. Donc moi j'ai l'impression, en lisant les programmes, très franchement, qu'il y en a qui ont bossé, et qu'il y en a qui n'ont rien fait, très honnêtement. Et sur l'accès aux droits, il y en a comme qui sur sont d'autres. très bien conseillés aussi, peut-être. Peut-être, mais quand je dis qu'ils n'ont rien fait, c'est qu'il y a des bonnes équipes ou des équipes qui soient... voilà, sans même parler du choix des programmes, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc. Moi, évidemment, j'ai des opinions qui sont les miennes, et dont je pense que vous avez déjà pu les percevoir, mais même... si on n'est pas forcément d'accord, on sent quand il y a du travail tout à fait. Et il y en a, chez qui, je suis désolée, mais on sent qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion épaisse. Il y a juste de la communication, des slogans, ça on sait faire. D'accord, très bien. Oui, ça je me doute qu'on sait bien faire. On va prendre pour continuer justement dans les sujets, une question internaute de Guillaume, donc, qui rejoint des thématiques qu'on aurait voulu aborder. Donc, c'est une thématique d'ailleurs dont on a déjà parlé en séquence, dans la deuxième séquence. L'attractivité des métiers du social reste toujours problématique. Donc, quelles sont les propositions justement des candidats pour essayer de changer la donne? C'est vraiment quelque chose qui médiatiquement a occupé les esprits. Est-ce que les candidats se saisissent de cette nécessité de réfléchir à ces métiers, du social, de l'accompagnement peut-être, et de s'inscrire dans cette perspective d'investissement peut-être? Je vais reprendre l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure sur les salaires, ou pas les salaires, en tout cas les revenus jeunes. On a dit que c'est une foire, un concours Lépine. Là, on a aussi des chiffres qui sont lancés par les différents candidats, mais pas de mesure, pas de réflexion sur l'attractivité des métiers. On a Jean-Luc Mélenchon qui propose d'avoir au moins 210 000 personnes en plus, professionnels en plus, dans les structures, dans les établissements, pour respecter le ratio minimal d'encadrement. On a le chiffre de 300 000 qui est proposé par Fabien Roussel, et 100 000 aides à domicile. On a d'autres chiffres
Emmanuel Macron qui propose de recruter 50 000 infirmières. On a Nicolas en EHPAD, hein, ouais, c'est ça. On a Nicolas Dupont-Aignan qui aimerait avoir un taux d'encadrement supérieur de 25%, à peu près 80 000 postes. Voilà. Mais on n'a pas de réflexion sur l'attractivité des métiers en tant que telle. L'attractivité des métiers, c'est aussi comment on réfléchit. La personne qui a fait la petite je sais pas comment, capsule tout à l'heure parlait de sens. Florence Brault. Il n'y a pas de réflexion sur le sens du métier. Alors peut-être que ce sont des mesures plutôt du domaine législatif et réglementaire, je l'entends, mais à l'heure actuelle, on a une vraie crise des vocations et un vrai besoin pour les professionnels, mais aussi pour les personnes qui sont accueillies et accompagnées, une réflexion sur qu'est-ce qu'être un professionnel du care, du CUR, du care en l'occurrence. Et donc il y a un vrai besoin, il n'y a pas de réflexion sur la formation, sur la qualité de vie au travail, sur les passerelles entre les métiers. Oui, sur les parcours. Hein, sur les parcours professionnels. Sur les parcours professionnels, tout à fait. Et on a juste pour le moment des chiffres qui sont calculés, jetés sur combien on va mettre en plus de professionnels nécessaires. Hein. Je ne vous dis pas le contraire, nécessaires, mais néanmoins, ça me permet pas, ce n'est pas ces chiffres qui vont permettre de renforcer l'attractivité des métiers. Oui, très bien. Juste avant de vous faire réagir, Sophie, justement sur cette question-là, on le sait, et énormément d'écoles de travailleurs sociaux, même d'infirmières, qui, même si on crée les postes, ne pourraient pas recruter parce qu'il y a un défaut de candidats et candidates sur ces postes-là. Justement, cette question du sens et cette question justement du dynamisme des parcours professionnels, c'est vraiment une question vraiment oubliée. Dans les programmes, là, effectivement, elle n'apparaît pas tellement, la question de la formation. On voit pas mal la question de la réduction du temps de travail, notamment chez Jean-Luc Mélenchon ou bien Fabien Roussel. Jean-Luc Mélenchon préconise par exemple la semaine de 32 heures, donc mécaniquement, ça créerait des emplois, puisque voilà. Donc ça, on le voit beaucoup. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est la nécessité de ne pas avoir de gens qui se retrouveraient payés sous le SMIC, ce qui est quand même le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des branches professionnelles où les plus bas salaires sont inférieurs au SMIC et où donc, puisque ce n'est pas légal, on met des primes pour arriver à un montant qui correspond au SMIC. Donc ça, ils sont quand même plusieurs à dire qu'il faut changer quelque chose. Il y a, comment s'appelle son prénom, Nathalie Arthaud, qui propose d'indexer les salaires une fois qu'on les aura augmentés, après de les indexer sur l'inflation pour ne pas avoir de mal à les rattraper. Bon. Mais effectivement, sur les enjeux de formation, d'attractivité réelle, comme vient de le dire Jérôme, je ne peux pas dire mieux, hein, il n'y a pas grand-chose. Et en plus, même s'il y a eu un rattrapage depuis, parce qu'il y a eu une bronca à juste titre, le Ségur de la santé a causé des dégâts considérables en créant des inégalités incroyables entre les différents professionnels qui exerçaient les mêmes métiers, parfois dans les mêmes structures, mais qui, selon qu'ils accompagnaient des personnes âgées ou handicapées, par exemple, avaient ou n'avaient pas l'augmentation de 183 € net par mois. Ça a créé des tensions incroyables. Aujourd'hui, il faut quand même savoir, enfin, c'est pas à l'UNIOPS que je vais l'apprendre, mais il y a peut-être des gens hors UNIOPS nous écoutent. Il y a quand même des services aujourd'hui qui ferment en partie parce qu'il manque de professionnels qui accompagnent les gens. Oui, tout à fait. Très bien. Dernière question, et pas des moindres, hein, cette question du grand âge. On sait que c'est une demande répétée de l'UNIOPS depuis, alors on ne va plus compter en années, là on va compter en décennies. Quelles sont les propositions des candidats sur cette thématique du grand âge après cette loi qui nous a une fois de plus échappé? Là encore, on est sur des vœux pieux. On est sur des vœux pieux de prendre en charge les personnes âgées, renforcer les EHPAD. Alors, on est en plus sur une crise, on en a parlé tout à l'heure, une crise secteur privé lucratif, qui fait que aussi les propositions sont un peu biaisées ou indexées là-dessus. On a en effet certains candidats qui proposent l'interdiction du privé lucratif dans ce secteur. On a la volonté d'une création d'un service public du grand âge. Voilà. Mais là encore. D'autonomie, tout à fait Sophie. Donc on a aussi des promesses d'une future grande loi autonomie. Là aussi on est très très friand sur cette loi, sur ce projet de loi. Voilà. Mais toujours pas de réflexion sur le fait qu'on a près de 50% de la population qui va dépasser les 60 ans dans les décennies à venir. Oui, tout à fait. Sophie, justement, je vais sur faire cette vite question-là. parce que je sais qu'on est en retard. Moi, prenez votre temps. Je voudrais juste dire qu'on a créé une 5e branche, mais que pour l'instant, personne ne sait réellement qu'on va la financer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à compter de 2024, il y aura 0,15% de la CSG qui lui seront attribués. En dehors de ça, on ne sait pas très bien comment ça va être financé. Et encore une fois, je n'ai peut-être pas épluché de fond en comble tous les programmes, mais moi, je ne vois pas grand-chose là-dessus. D'accord.
Très bien. Jérôme Soufi, je vous remercie. Merci. Nous avons pu prendre conscience donc, tout au long de cette émission des propositions de l'UNIOPS, de la nécessité de faire évoluer notre système de protection sociale dans les années à venir. Les propositions des candidats sont nombreuses. Je rajouterai, je n'avais pas prévu de le dire, mais parfois un peu superficielles. En tout cas, elles nous en disent beaucoup sur les intentions politiques des candidats en direction des plus fragiles. Il appartiendra désormais aux spectateurs de décider le 10 avril, aux spectateurs et aux Français en général, pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le modèle social et solidaire renouvelé de l'UNIOPS en vous rendant donc sur notre site. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens, les équipes de l'UNIOPS ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien. Je salue également la participation de plus en plus active de nos spectateurs et vous signale que notre prochaine émission aura lieu début juillet. En attendant, je vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai prochains à Rennes pour le 34e congrès de l'UNIOPS, un temps fort de mobilisation et d'interpellation à l'aube d'un nouveau quinquennat, ce sera important. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.